L'art culinaire s'inscrit dans tous les arts, dans le sens où on a de la musique, mais on a aussi du dessin, puisqu'on monte un petit peu nos plats avec des couleurs, avec tout ça. On a de la sculpture, puisqu'effectivement, on est de plus en plus dans les formes et autres. Et on est aussi dans l'écriture, parce qu'au départ, il faut avoir une certaine poésie pour écrire nos recettes et développer tout ça. Le piano, c'est le fourneau. Le piano, c'est ça. Il y a ça, la mandoline. Hein, c'est ça. Il y a la batterie, c'est la plonge. Tout ce qui est casserole, tout ça, c'est la batterie. Là, je suis en train de faire un sabayon. Le fait de battre un sabayon, ça ressemble un petit peu à la musique de la samba. Le rêve de ma jeunesse, bon, c'est vrai que c'était la cuisine, ça a toujours été la cuisine, déjà dans la cuisine de ma mère, celle de mon père pour les grands jours, effectivement. Et bon, quand ces gens font de la cuisine au quotidien, ils pensent pas, effectivement, que ça puisse être un métier. Donc on m'a dirigé vers d'autres métiers et j'ai démarré la vie d'un coiffeur. Et on change de métier, on passe d'une chose à l'autre, que ça soit au pompier professionnel, parce que j'avais envie à un moment donné de me défouler, de faire du sport. Mais à chaque fois qu'il y a eu un métier, il y a eu à un moment donné une cassure et il y a eu une vraie renaissance. Il y a eu une mort, une renaissance, une mort, une renaissance sans arrêt. Mon fils, depuis tout petit, voulait être pâtissier. Pâtissier, cuisinier. Je l'ai aiguillé vers la cuisine en disant, avec la cuisine, tu pourras effectivement faire la pâtisserie. Et en fin de troisième, j'ai pu rentrer chez Orsi à Lyon. Et j'ai fait mes 2 ans là-bas, d'apprentissage. Où là, il en a pleuré, mais vraiment pleuré. Où il fallait le chercher, il faisait des fugues. Voilà. À la fin de mon apprentissage, Monsieur Orsi voulait me garder. Bon, je voulais changer, j'avais déjà fait 2 ans assez difficiles, et puis je voulais voir un petit peu autre chose. Il est allé ensuite chez David Moreno, il a voulu partir aux Antilles, il est parti aux Antilles, et puis d'un seul coup, tout se casse. Tout se casse, j'en ai marre, j'ai rencontré une nana, et je lui avais dit à l'époque, j'aimerais bien prendre ta place. Passer mes diplômes de cuisinier et enfin réaliser mon rêve d'enfant et devenir un professionnel de la cuisine. Bon. Comme chaque jeune, oui, vous les vieux, vous dites toujours ça. J'avais 44 ans à l'époque. Et là, les hasards de la vie font que, moi, à cette époque-là, j'étais donc dans le carrelage et je me suis retrouvé du jour au lendemain à l'hôpital avec 3 hernies discales et handicapé physique. Et on me dit, vous avez le droit à une reconversion. Mon sang n'a fait qu'un tour. À partir de là, j'ai dit, il faut tenir le coup. Et j'ai montré à mon fils, j'ai dit, tu vois, toi, tu en as bavé chez Pierre Orsi, 2 macarons Michelin, où tu marchais à coups de pied au cul. Et moi, maintenant, je vais chez Marc Vera. Et je vais prendre des cuillères en bois à travers la tronche. Et je les ai prises. Je me suis baissé à temps, bien entendu. Et à la sortie, tout de suite, dès le lendemain, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe ou pas? Et il m'a dit oui. Et il a connu après dans le Var, ici, Moulin du Gapot, et descendu avec Stéphanie, on a visité, puis on était vraiment emballés. On se sentait vraiment bien dans le restaurant. On a ouvert en août 1998, et voilà, avec ma mère, on était tous les 4. Et là, je suis vraiment en joie qu'il y ait mon fils qui me seconde en cuisine, voire même qui me serve de miroir, qui est ma belle-fille qui a pris ça à cœur, qui a passé ses diplômes, qui a été meilleure apprentie du Var, qui sert en salle, et mon épouse qui fait l'accueil et qui sert en salle aussi. La notion de famille était vraiment très très importante. Mettez-vous face à la personne qui est là, dans ce sens-là, d'accord? Et toujours rechercher l'esthétique. En fait, il ne faut pas que le client remarque quoi que ce soit de négatif. C'est-à-dire que si on a fait des fautes de goût, des erreurs,
Lui va le voir. Si tout va bien, effectivement, il ne va pas faire attention. Mais bon, c'est important. C'est un petit peu comme une musique mise sur un film. Il ne faut pas qu'elle domine le film. Il ne faut pas qu'on remarque. Il faut que ça s'intègre. Au niveau du dessin, comme quoi on peut être aussi des dessinateurs, c'est que les petits dessins qui sont faits, elles découlent d'une émotion du moment, tout simplement. Allez, je vais les faire. Alors il est vrai que la création d'une recette, pour certains c'est peut-être un petit peu compliqué. J'ai la chance que ça soit un petit peu plus simple pour moi. C'est vrai que ça vient à moi. Je cherche, je trouve pas. Je ne cherche pas, ça vient à moi. Effectivement, ensuite élaborer la recette, ça prend du temps. Et puis des fois, on se retrouve un petit peu plus dans l'urgence. On se sent vide, on se sent malheureux, on se sent stressé. Ça vient pas. Alexandre, allez, fais voir les tâches là. Alors la solution, c'est soit d'aller pleurer dans son coin, de se sentir seul, soit d'avoir un certain nombre d'amis autour de soi et d'aller se ressourcer vers eux. Et j'ai la chance d'avoir quelques amis, et notamment un peintre contemporain. On se voit l'un l'autre pour se donner un petit peu des idées, pour se booster dans la créativité, puisqu'on a la même vision de la création, plutôt sur les émotions. C'est un petit peu atypique, mais c'est vrai qu'il a son atelier dans l'aéroport de Hyères. Salut mon petit Vincent, comment tu vas? C'est un peu bizarre pour un artiste peintre, mais en fait c'est l'incitation au voyage avec ce décor d'aéroport, quoi. Ça va. Et voilà. Alors, t'en es sur quel thème là? Là, je suis en train de faire toute une partie d'exposition de peinture sur l'environnement. Tu vois, là, tu fais du boulot parce qu'il faut préparer tout ça. C'est bien. Bon, bah, comme je sais que tu peux faire plusieurs choses à la fois, Ouais, dis-moi. On va faire un petit peu comme on avait fait pour le menu carte blanche. Ouais. Je viens avec une idée et puis tu vas m'aider à conceptualiser en partageant un certain nombre d'émotions. J'ai un thème qui est café, thé et chocolat. Café, thé et chocolat. Donc tu vas être obligé de ressortir. Parce que toi, tu vas faire une recette avec du café. Ça tombe bien parce que j'utilise beaucoup. Moi, faut pas le dire, hein, c'est un secret. J'utilise beaucoup le café. Attends, tu vois. Toi, le café, mais plus dans sa gamme de marques, tu vois. Enfin, par exemple, pour travailler thé noir. Après, moi, j'associerais ça avec des goûts. C'est-à-dire qu'il faut que, par rapport au tableau que tu vas faire, que tu me fasses passer aussi tes émotions. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir retrouver au niveau des goûts quelque chose. Tu vois, déjà, je crois que... Regarde. Allez, on met la sauce chocolat. Voilà. Bon, c'est pas du chocolat. Hein. Ouais. Ça va me permettre aussi de créer des formes à travers ce que tu vas faire. Ouais. Et c'est là la nuance, la différence entre l'artisan et l'artiste. C'est-à-dire toi, cuisinier, qui t'intéresse aux artistes peintres, qui t'intéresse aux photographes ou qui t'intéresse à la musique, ça te permet effectivement d'avoir cette nuance, mais qui fait toute la différence dans ta cuisine. Ah ben, la première fois qu'on s'est rencontrés, effectivement, c'était lors d'un vernissage de peinture. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, Alain, je dois recevoir mes amis. Donc dans ton restaurant, ce serait bien que tu me fasses un menu pour les amis. Tu as carte blanche, Alain. Et c'est là où Alain est parti. Et puis il m'a rappelé le soir, il me dit, écoute Vincent, on va faire même mieux. Ta carte blanche, je vais te faire un menu tout blanc. Ça veut dire ça va être une carte blanche. Génial. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des discussions, on est parti sur le concept 1 du menu tout blanc, que tu m'as réalisé vraiment avec brio. Et derrière ça, au lieu d'avoir une ardoise noire ou avoir un menu sur papier, j'ai dit écoute, je vais te faire une toile sur la carte blanche. Et d'où est né justement d'Alain Marie le concept de la carte blanche.
Oui, parce que quand on voit quelque chose, enfin des plats blancs et autres, on dit bon bah c'est blanc, ça, il y a quelque chose derrière. Mais c'est très enthousiasmant quand des clients après nous disent ah c'est étonnant parce que vu la couleur on pensait à ça, on a eu effectivement ça au début et puis après c'est éclaté en bouche 2 autres saveurs très différentes et ça c'est du bonheur, ça c'est un véritable salaire. Et voilà, je vous souhaite un excellent appétit et puis à tout à l'heure. Merci. Alain, la chef. mise en bouche. La soupe froide de tomates, Oui, pimentier aux olives noires, tomates séchées, oui. le rouleau de jambon et Jambon baïonnage. et baïonnage. C'est Paul qui est en haut dans la chambre et qui pleure. On vient de le coucher, alors... Pas très content. Farce de foie gras, de truffe et de noisettes. Le public, en fait, c'est le miroir à notre créativité. C'est ce qui va nous permettre d'avancer. C'est-à-dire que je souhaite que les clients arrivent un petit peu en essayant de découvrir quelque chose. C'est-à-dire pas seulement pour venir dans le restaurant parce qu'on a faim dans le ventre, mais parce qu'on a faim aussi intellectuellement et faim de connaissances. Alors il s'agit de la pause gourmande, c'est un sorbet betterave avec un coulis de carottes. Betterave et carottes, oui, je n'avais jamais pensé. On voit que tu es vraiment dans les épices à fond, quoi. T'as une recherche de goût sans arrêt, quoi. Mélange de saveurs permanent avec tous les plats. Ce que je disais tout à l'heure, on reste terroir, mais on a les yeux au-delà de l'horizon et on va chercher ce qu'il y a ailleurs aussi. C'est un renouveau sans arrêt de la cuisine, quoi. C'est ce qu'il faut, quoi. Je veux continuer à être rêveur et utopique parce qu'il y a seulement une vingtaine d'années, on nous avait prédit qu'en l'an 2000, on mangerait des pilules. La cuisine de terroir n'est absolument pas morte. Elle va effectivement se transformer d'un côté. De notre côté, il y aura toujours les références des gens purs et durs qui vont continuer à faire perdurer ces recettes, à condition qu'on fasse nous aussi l'effort de transmettre à nos clients ce que sont les bons produits et d'aller voir vers les chambres d'agriculture et autres pour qu'ils continuent à nous faire des produits que l'on puisse utiliser pour faire ces cuisines de terroir. Oui, finalement impeccable. Sur mes fromages, je mets toujours un petit brin soit de romarin, Oui. soit de sarriette. Oui. Et toi, tu le mets, il y a une raison Oui, parce que la sarriette, qui est ce qu'on appelle en Provence le pèbre d'ail, Oui. le pèbre d'ail, on a bien entendu sûr. parler de ça, le Oui, poivre oui. d'âne, qui est donc très, quand tu le mets dans la bouche, ça arrache la bouche, c'est comme du poivre, tout ça, on appelle ça le poivre d'âne. Et en français, sarriette, l'herbe du satyre, parce que ça a quelques vertus non seulement aromatiques, mais aussi aphrodisiaques. C'est pour ça qu'on appelle ça l'herbe du satyre, la sarriette. Donc on en met sur les fromages, et c'est vrai que quand le fromage s'affine, c'est un mariage quasi parfait d'arômes. Et c'est vrai que je suis très heureux maintenant de pouvoir mettre notamment les fromages bio de Méhoun et voir les légumes bio et tout. Et on est maintenant 80% en bio. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve. On s'y retrouve à tous les niveaux. C'est vrai que même en servant un fromage de chèvre comme ça, on a des goûts vraiment très différents, quoi. Alors, le goût, moi c'est simple. Là j'ai qu'une réponse qui est très rapide concernant le goût. Le savoir-faire que je possède maintenant, ça fait 30 ans que je fais ce métier, des dizaines et des dizaines de chevriers longs, le même, hein, il n'y a pas de raison, il n'y a pas aucune raison. La seule différence, c'est une question de terroir. Mes bêtes mangent dans la colline, 98-99%. Moi, depuis des années, je ne fais qu'une seule traite par jour sur mon troupeau. Une seule traite. Je suis pas un système productiviste. Je suis un système, justement, qui respecte l'environnement, qui respecte les animaux, etc. Là, ici, course. Ça m'épate, ça. Comment on arrive, par des sifflets comme ça, à se faire obéir de chèvres Moi, j'aimerais savoir le mode d'emploi. Alors moi, tu sais ce qui m'épate, moi. C'est qu'elle t'écoute. Non, ça va. Moi, ce qui m'épate, c'est quand il y a une personne qui prend une poêle, qui met le feu dessous et qui va mettre un bout de viande et quelques trucs, que ce soit aussi bon, parce que je suis incapable de le faire. C'est sa réponse, bravo. Voilà. J'aurais pas la réponse. Chacun son métier.
Olivier est très important en cuisine. Il me sert un petit peu de miroir, je dois lui servir un petit peu de guide aussi. Et on est assez complémentaires. Il avait 12-13 ans, il n'était pas cuisinier, moi je n'étais pas encore professionnel de la cuisine, mais on avait cette passion en commun. Et on se lançait déjà à l'époque des défis, en fin de semaine, quand on n'avait rien à faire, on ouvrait les frigos, et puis on lançait des thèmes, c'est-à-dire concours de... là, c'était concours de lasagne. C'était maman Karen, le jury, et nos amis qu'on invitait. Ouais, il y avait toujours les amis et la famille invités pour la dégustation des concours entre le père et le fils, alors qu'on n'était encore pas professionnels. Vous avez compté? J'en ai compté 26 et j'ai remonté 2 fois. C'est vrai que dans la création, pour l'instant, je prends un petit peu le flambeau. Hein, et ça, c'est peut-être effectivement ce que je peux lui apprendre. Lui m'apprend peut-être, et c'est un peu paradoxal, un certain calme, une certaine sérénité. Bon, le jour où on a monté le restaurant, à l'ouverture, donc on avait invité des gens, des amis. Et puis, il y avait une recette qui avait foiré. Donc, mon père, il était en tous ses états. Enfin, il était... je crois qu'on avait fait des boudins, mais les boudins avaient éclaté. Enfin, il était mal, il était pas bien. Et j'avais récupéré le coup, j'avais transformé les boudins, j'avais fait une mousse, enfin, j'avais récupéré le truc. Et du coup, c'était super bon puisqu'il y avait le goût. Mais papa, tous les jours, il s'en souvient de ça, de cette angoisse qu'il avait eue. C'est pour ça qu'on lui demandait si en famille, ça se passait bien et tout. Ça s'est passé bien parce que du coup, j'ai pris un malaise et il a pris le relais, il a récupéré le truc et on a pu faire un service excellent, quoi. Et je pense que ça a été nécessaire presque d'avoir cette erreur au départ, ce qui a permis de nous souder dès le départ et de savoir qu'on pouvait compter l'un sur l'autre et voir fusionner dans des cas extrêmes comme ça, quoi. Au niveau poivron, ça y est, c'est prêt? Oui. Donc on vient ensemble aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on prépare une recette un petit peu ancienne puisque ça vient traditionnellement de ma mère, donc on va reproduire ça et puis je le transmets à Olivier, donc on est parti là-dessus. Donc il va nous falloir des tomates. La recette des coca s'inscrit totalement dans la tradition familiale. En fait, ce sont des chaussons faits avec une pâte à l'huile, frites et au four, avec des ingrédients complètement méditerranéens. Donc pour cette recette, c'est un duo. Donc d'un côté, il va y avoir poivron, tomate, oignon, un petit peu d'origan, sel, poivre. Et de notre côté, des côtes de blettes. Des anchois, du thym, de l'ail, des pignons torréfiés, du vinaigre balsamique et du persil haché. Et puis la base, c'est une recette à l'huile avec De la farine, de l'huile d'olive et de l'eau. Bon, on va démarrer cette pâte à coca. Pendant ce temps-là, tu vas préparer ce qui va aller dedans. Oui. Donc j'ai préparé un petit peu d'eau salée. Alors pour la petite histoire, ma mère, c'était un verre d'eau, un verre d'huile et ce que ça boit de farine. Donc effectivement, c'est pas facile ça. Hein. Donc on a pesé, j'ai fait des essais et on se retrouve avec effectivement 25 centilitres d'eau, 20 centilitres d'huile. On mélange un petit peu. Et après, on a 700 g de farine. Et là, on n'hésite pas à mettre les doigts puisqu'on pétrit. Et c'est une pâte qui ne collera pas aux doigts. Alors moi, je prépare la farce. Donc là, je prépare la frita. Donc là, je suis en train de couper les tomates. Après, je couperai les poivrons en petits dés comme les tomates. J'émincerai les oignons que Lucas aura fini d'éplucher. Tu pleures, Lucas, avec les oignons? Ma mère mettait des fois un masque de plongée pour éplucher les oignons, alors ça nous faisait bien rire. Donc après, je vais tout faire revenir dans la vieille cocotte que je connais depuis tout petit. Et la grand-mère faisait déjà la frita dedans. Donc d'abord, j'ai mis le feu assez fort pour les faire tomber. Après, on va les laisser fondre. Donc je vais baisser un peu le feu jusqu'à ce qu'ils aient une coloration, une légère coloration brune. Et après, je pourrais mettre le reste de mes ingrédients. Je vais mettre l'origan, le sucre, quelques tours de moulin à poivre. on remue bien tout ça.
Je vais couvrir et on va laisser ça pendant 3-4 heures en baissant le feu. Il faut bien 3-4 heures pour que ça prenne bien le goût, ça accroche bien au fond de la cocotte et c'est meilleur de le faire la veille. Il y a une espèce de caramel qui se fait au fond et ce goût acidulé est vraiment très agréable. Mais pendant que tout ça cuit, on va commencer les blettes. Alors pour préparer les blettes, on enlève les verres de blettes. Après, on coupe le bout et il faut enlever. Alors, s'il y a des fils, apparemment, ceux-là, c'est pas beaucoup de fils. On les enlève un petit peu comme un. Ensuite, fendre chaque côte en deux. Et puis les émincer assez finement. Et après, on va les faire sauter à la poêle et déglacer avec du balsamique. Mais d'une manière très courte. Il faut qu'ils restent un petit peu croquants quand même. On va faire rajouter 2 bonnes pincées de sel, du poivre, du moulin, l'ail haché, le thym. Maintenant, il faut rajouter le persil. On va laisser fondre un petit peu les blettes. Au dernier moment, je déglacerai au vinaigre balsamique. Voilà, donc on va laisser refroidir dans la poêle les blettes. Pour l'instant, pendant que la pâte est chaude, je vais torréfier les pignons. Donc en le torréfiant, on le fait griller un petit peu, ce qui fait ressortir un peu plus le goût du produit. Je les mets dans la farce. Voilà, et là on va laisser refroidir. Que ce soit très froid, comme ça on pourra monter les coquins. Après, on va préparer les anchois. Les anchois au sel qu'on va dessaler et mettre en filet. Cette recette, elle est traditionnellement faite au four par ma mère avec les blettes. Et j'ai amélioré la recette en mettant dedans des pignons et des anchois. Et c'est vrai que ça te donne tout de suite un autre goût, un peu plus agréable. Et en fait, on a amélioré un petit peu la tradition. Voilà, donc on va former les coquas. Donc on prend des petites boules de pâte. La pâte, il faut qu'elle soit très fine. C'est une pâte bien élastique. Et là, un tout petit truc, pour faire des chaussons, il faut qu'ils soient un petit peu plus haut que large. On va en faire une à la frita, donc une cuillère à soupe, assez pleine, il faut que ça soit garni quand même. On met un petit peu de vent, ça sera plus facile pour la fermer. Et c'est là qu'intervient un petit peu ce tour de main. Donc c'est une pâte qui est assez solide quand même, qu'on referme bien de ce côté-là. Et là, c'est un petit doigté. Alors, on fait comme le boulanger pour qu'il fait ses chaussons. Et on fait un joli petit bourrelet. Alors, un petit peu d'entraînement et puis ça va vite venir. Il faut bien appuyer parce que c'est une pâte à l'huile qui a du mal à coller. Et voilà, une coca à la frita qui va passer, elle, en friteuse. Voilà, dans une huile à 180 degrés, ça va prendre 3-4 minutes, pas plus. On va changer. On va faire une omelette. Alors même principe. Et par contre, 2 petits filets d'anchois. J'en mets une devant, une derrière. Voilà, donc on va dorer les coquins aux blettes pour l'esthétique, pour la couleur. Donc je les mets à 200 degrés pendant 10 minutes. Quand ça va sonner, on repassera à 180 degrés. On laissera 10 autres minutes. Ensuite, au bout de ces 20 minutes de cuisson, on pourra les sortir et les déguster, soit tout de suite chaudes, soit on peut les déguster le lendemain froides, aussi bien les blettes que les fritas qu'on fait frire. Et oui, tu vas attaquer tes premières coquins. Génial. Pose le sac ici.
Bon, ma retraite, je la vois pas, hein. C'est pas question de la voir. Mais je pense que les passations vont se faire naturellement maintenant qu'on a réussi. En fait, la famille s'est créée grâce à la cuisine. Elle s'est vraiment créée. Je la souhaitais et elle devient solide grâce à la cuisine et à la gastronomie que l'on fait. Tu fais des grimaces? Ça te plaît, toi, hein? Il va falloir apprendre à les faire maintenant. Hein. Là, après, pour les intersaisons, je peux compter sur quoi pour ma nouvelle carte avec des nouveaux produits? On a des trucs un peu moins sympas qui ont une connotation qui rappelle de mauvais souvenirs à certains. Donc, c'est ceux qui ont connu la période de l'occupation, c'est Rutabaga, les topinambours. Ouais. Non, ils ont vraiment été touchés et marqués au plus profond d'eux-mêmes. Ça leur rappelle vraiment de ça. Il faudra que je leur invente des recettes nouvelles pour essayer de leur faire. Mais il ne faut pas l'appeler Rutabaga, il faut lui donner le nom anglais Navesuedo.